Le Club de la Presse, une émission qui traite tous vos sujets d'actualité. Le Club de la Presse, c'est la tribune des grandes personnalités, mais aussi les auditeurs et les journalistes face à l'actualité. Voilà. Alors l'actualité politique, vous le savez, docteur, depuis que vous avez quitté, ça fait 5 mois, vous l'avez tantôt dit, depuis le 13 janvier, nous allons à 5 mois, aucune annonce pour les élections législatives qui doivent précéder normalement les élections présidentielles pour 2020. Est-ce que ça ne vous inquiète pas en tant que leader politique? Ça m'inquiète au plus haut point. C'est pour cela que j'ai renoncé à me présenter à l'Assemblée nationale avec l'espoir que les autres députés allaient suivre et avec l'espoir de faire un vide institutionnel. Parce que si tous les députés de l'opposition m'avaient suivi, on aurait eu un vide institutionnel. Parce que le RPG Arc-en-Ciel en lui seul ne fait même pas la moitié de l'Assemblée nationale. C'est juste 53 députés. Pour voter même une loi simple, il faut les 58 députés. Donc il n'y aurait pas eu d'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas eu d'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle le vide institutionnel. La conséquence immédiate aurait été que la Guinée aurait été sanctionnée sur le plan financier. Et donc la Guinée n'aurait plus d'aide des institutions de Bretton Woods et des autres bailleurs de fonds. Donc forte pression financière, mais aussi une forte pression diplomatique. La Guinée serait mise au garage de toutes les rencontres internationales. Cela aurait dû provoquer rapidement la venue des élections législatives. Donc c'était pour faire pression pour que le gouvernement et la CENI fassent le plus rapidement possible les élections législatives. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées de cette façon, puisque les partis, notamment l'UFR et l'UFDG, leurs députés ont estimé qu'il faille aller à l'Assemblée nationale, ce que je regrette amèrement, parce que ça affaiblit notre lutte, même aujourd'hui dans la plateforme de FNDC. Ça montre une certaine incohérence, à mon avis. Voilà, nous sommes dans cette situation, mais encore une fois, ceci ne nous empêche pas de nous retrouver tous dans une très grande plateforme contre le 3e mandat, FNDC, Front National de Défense de la Constitution, non seulement avec les partis politiques, mais aussi avec les syndicats, avec la société civile. Alors, ça rappelle les forces vives il y a une dizaine d'années. En 2007. Voilà. Alors, docteur, ce qui est un peu paradoxal et que les citoyens ont mal à comprendre, c'est ce désappointement, c'est ce manque de programme, et il faut le dire, de l'opposition de façon générale. Et le plus préoccupant, c'est la question des élections législatives qui doivent précéder en temps normal l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, toute l'opposition se rue pour la défense de la Constitution, pour un 3e mandat ou une 4e république. Au lieu de se battre, on aurait pensé voir tout le monde se battre pour trouver une date pour les législatives. Après ces législatives se battent. Je pense que vous trompez. L'agenda n'est pas du tout donné par l'opposition dans ce cas-là. Oui, mais vous vous battez pour l'exiger, docteur. Attendez, c'est le gouvernement. C'est le président de la République qui a mis en avant, qui a déclenché une campagne pour un 3e mandat. En attendant de régler l'antériorité des élections, c'est tout à fait normal que l'opposition se retrouve rapidement pour contrer cette campagne qui va à l'encontre des principes. Au détriment de la tenue des luttes. Pas au détriment, les deux vont ensemble. Non, les deux ne vont pas. Attendez, docteur, je vous dis encore une fois, docteur, cet agenda-là est imposé par la présidence et le gouvernement qui a déclenché une campagne. Non, c'est cette campagne, c'est contre cette campagne. C'est en réponse à cette campagne. Voilà que l'opposition se regroupe. Mais ceci ne signifie pas du tout que l'opposition a oublié que c'est d'abord les élections législatives. On doit d'abord avoir les élections législatives avant les présidentielles. Mais en tout cas, ce n'est pas oublié. Comme, docteur. Non, pas du tout. Ce n'est pas oublié. Et chaque fois que nous intervenons, nous disons à tout le monde que c'est d'abord les élections législatives qui sont en priorité. Et d'ailleurs, la CENI se retire là pour élaborer le calendrier des prochaines élections législatives.
Voilà. Alors, la retraite à Sigiri, à Kindia, a pour objet justement de s'entendre sur un chronogramme des élections législatives. Ça veut dire que ce n'est pas du tout oublié. Alors, docteur, les politiques sont souvent des sorciers. Ils ont, si vous voulez, la projection est très très lointaine. À quand à peu près vous pensez que la CENI, même si vous n'êtes pas membre de la CENI, étant parti politique, vous avez une prévision, vous pensez que ça va venir à quelle époque? Les élections législatives, en 2019, vers le dernier trimestre 2019. Vous pensez que ça va venir? Obligatoirement. Et ce n'aura pas d'incidence sur les élections présidentielles de 2020? Pourquoi? Je vous pose la question parce que c'est un glissement de calendrier. Les élections législatives, c'est 2019. Les élections présidentielles, c'est 2020. 2020. C'est pas la même année. Ou alors les deux sont couplés? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que les élections législatives sont constitutionnelles. C'est tout à fait normal. Les élections présidentielles sont mises en cause avec cette histoire de troisième mandat. Je ne suis pas sûr qu'on puisse grouper ces élections de différentes natures au même moment. Alors, étant donné cette discussion. Alors, docteur, ce qui fait ravage aujourd'hui dans les chapelles politiques, c'est cette question de troisième mandat ou de révision constitutionnelle ou de nouvelle constitution. Je n'en sais pas trop. Et tous ceux qui doutaient au prime abord, aujourd'hui, à leur corps défendant, voient la réalité qui crève les yeux, parce que les partisans de cette nouvelle constitution sont très loin sur le terrain, en train de débattre, en train de faire des adhésions. Alors, qu'est-ce que l'opposition peut pour arrêter cette vague qu'on voit à notre corps défendant à l'intérieur du pays, docteur? D'abord, je pense qu'il faut simplifier pour que tout le monde comprenne. Oui. Il y a trois façons. Oui. La première chose, c'est la révision de la constitution qui existe. Qui est constitutionnelle. Voilà. On a voulu réviser cette constitution pour permettre un troisième mandat. C'était le premier mouvement. Mais on s'est rendu compte à l'évidence que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'article 27 de la constitution est très clair. Cet article nous dit que le président de la République est élu au suffrage universel, deuxième alinéa. Il est élu pour 2 mandats au maximum. Un mandat renouvelable une seule fois. Et troisième alinéa, en aucun cas, on ne peut faire un troisième mandat consécutif ou pas. Donc c'est verrouillé. Et comme on ne pouvait pas atteindre cet objectif de troisième mandat avec la constitution actuelle, parce que cet article 27 nous dit que ce n'est pas révisable, ça fait partie des intangibilités. Alors les ténors du troisième mandat ont émis la deuxième idée qui consiste à dire, bon, on va laisser carrément la révision, on va présenter une nouvelle constitution, constitution dans laquelle on va permettre un renouvellement des mandats, on va changer la durée, et comme un nouveau, notre champion peut encore se présenter. Voilà. D'ailleurs, comme l'autre l'a dit hier lors d'une émission, c'est ça qu'on appelle la fraude à la loi. C'est-à-dire, vous voulez atteindre un objectif qui est contrecarré par une loi et vous changez de loi. C'est déjà illégal. C'est une démarche qui est illégale. Et pour uniquement des intérêts personnels, pour garder une seule personne au pouvoir. Ce n'est pas du tout pour l'intérêt de la Guinée. Peut-être que c'est par rapport à son bilan, parce que les gens disent que le professeur Alpha Condé, il a un bilan fabuleux. D'abord, il y a 2 choses à dire à ce point. Ouais. La démocratie en soi est un objectif à part, indépendamment du bilan. Pour parler simple, que vous fassiez bien, vous partez, vous fassiez mal, vous partez. Voilà, c'est ça la démocratie déjà. C'est un objectif à part. Ensuite, ce bilan, il est très mitigé. On va y revenir. On peut même y aller. Bon alors,
Si on veut... Est-ce que vous pensez 8 ans, plus de 8 ans, le président de la République, vous êtes un économiste, vous avez participé à la construction de ce régime, vous êtes l'un des acteurs majeurs d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que le bilan produit par le président de la République pendant ces 8 années ne sont pas élogieux, ne peut pas lui accorder en tout cas une autre chance? Non, le bilan n'est pas élogieux du tout. C'est pas un bilan totalement négatif. Il y a eu quelques progrès. Mais c'est insuffisant par rapport au potentiel de la Guinée et par rapport à la capacité, ce que nous aurions pu faire. Si vous prenez point par point, dites-moi dans quel secteur il y a eu des progrès. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures... Attendez, aujourd'hui, la Guinée manque cruellement de routes, pour commencer. D'ailleurs, ce pays, nous n'avons qu'une seule route, celle qui va à Kinyamamou. Regardez dans quel état est cette route. Je crois que vraiment, qu'on arrête de dire des choses qui n'existent pas dans la réalité. Nous manquons de routes. Aujourd'hui encore, nous manquons d'électricité, malgré qu'il y ait eu quelques progrès. Mais ce n'est pas suffisant, puisque nous n'arrivons même pas à donner l'électricité à la ville de Conakry 24 heures sur 24. Il n'y a aucune ville en Guinée où il y a de l'électricité. Ce que je reproche encore, c'est que à l'intérieur du pays, que ce soit en région forestière, que ce soit en Haute-Guinée, il n'y a pas un seul micro-barrage. Pas un seul. On déplace des vieux groupes électrogènes qui ne marchent pas. Donc tout l'intérieur du pays, 60% de la Guinée est en dehors des investissements d'électricité. Je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux, on ne peut pas faire on ne peut pas parler contre la réalité des faits. Donc, dans ce domaine-là, il reste encore énormément de choses à faire. Dans le domaine de l'agriculture, on a certes distribué des engrais, mais ça s'arrête là. Quand on fait le bilan de l'agriculture, voilà la bonne question que l'on se pose. 1. Est-ce que la Guinée a atteint l'autosuffisance alimentaire? Et c'était l'un des objectifs oui, quand même. La réponse c'est non. Deuxièmement, est-ce que la Guinée gagne beaucoup d'argent dans les cultures d'exportation, les cultures de rente? La réponse encore est non. Donc, l'agriculture qui intéresse les 3/4 de la population guinéenne, il n'y a pas de bilan reluisant dans le domaine de l'agriculture. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort, mais l'effort est minime, les résultats sont dérisoires. Vous prenez le secteur minier. Secteur minier, moi je considère en tant qu'économiste que c'est un véritable scandale. Pourquoi? Parce que notre secteur minier a évolué uniquement dans l'exportation de la bauxite. L'exportation de la bauxite est une telle mauvaise politique que d'autres pays refusent de faire ça. L'Indonésie, la Malaisie, ils ont dit nous n'exportons plus de bauxite parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des usines d'alumine et des usines d'aluminium. La Guinée aurait été le centre de ça, la Guinée aurait créé beaucoup d'emplois. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne crée pas d'emplois, on ne crée que des emplois de chauffeurs. Puisqu'on prend la terre rouge, je dis que exporter la bauxite, c'est venir racler la terre rouge, mettre dans des camions et des bateaux pour exporter. Et je dis que chaque fois que je vois un camion passer, c'est le travail des jeunes Guinéens qui est exporté dans des pays qui n'ont pas de bauxite, eux, mais qui ont des usines d'alumine et qui créent des milliers d'emplois dans ces usines d'alumine. C'est une honte que la seule usine d'alumine créée en Guinée date de 1955 par les Français, c'est Fria. 1955. Jusque-là, nous avons été incapables. Et on se gargarise de sortir la bauxite. On détruit complètement l'environnement dans toute la région de Boké-Bofa avec la paupérisation des milliers de personnes, parce que n'oubliez pas, quand vous faites l'analyse au niveau du pays, vous comparez les centaines d'emplois de chauffeurs d'un côté et la paupérisation des milliers de Guinéens qui étaient dans les villages. Dans ces villages-là, nous avons les cours d'eau qui ont tari, nous avons des villages qui ont été déplacés, la faune et la flore qui est détruite. Donc des milliers de gens retombent dans une pauvreté encore plus grande. Donc il faut faire une analyse beaucoup plus fine. C'est ce que j'appelle une croissance appauvrissante. Et ce qui est pire, c'est le volet fiscal, le volet de taxation. Sachez que la Guinée ne gagne rien dans l'exportation de la bauxite.
je vous convie à regarder le projet de budget 2019. Vous allez prendre votre tête. La seule entreprise bauxitique qui paye des taxes, c'est CBG. L'année dernière, pour les taxes à l'exportation, CBG avait payé 800 milliards, cette année 400 milliards. 50% de réduction. Personne ne vous dit pourquoi. Mais c'est la seule entreprise. CBK qui ne paye que 32 milliards ne paye vraiment rien cette année. Et une grande entreprise comme SMB qui exporte 42 millions de tonnes de bauxite. 42 millions. Pour vous donner une idée, CBG c'est 14 millions de tonnes. Ça veut dire que cette nouvelle entreprise produit à peu près 3 fois bauxite de CBG. Vous savez combien ils payent pour les recettes d'exportation? Zéro. Regardez le budget. À telle enseigne qu'il n'y a aucune route ici qui peut être financée par les recettes minières. Tout ce bruit-là, personne ne paye de taxes à la Guinée. C'est une catastrophe financière. Voilà la réalité. Le pays est en train d'être dévasté. Nous n'avons même pas de ressources pour faire les infrastructures, pour faire les routes, les barrages et autres. Alors, toutes les routes, tous les barrages qui sont financés par l'extérieur, par le financement extérieur. Le budget est incapable de sortir de l'argent. Cet argent, personne ne peut vous dire où il s'en va. Donc il y a des manques à gagner de plus de 400 à 500 millions de dollars sur juste les recettes minières aujourd'hui. Alors, on détruit la Guinée pour rien, sans aucun bénéfice économique et aucun bénéfice financier. Mais c'est extraordinaire. On parle de tout sauf ça. On nous rabat les oreilles ici, la Guinée est le premier pays producteur de bauxite, mais bauxite qui nous appauvrit. C'est pour ça que la croissance a été forte en 2017. Pourquoi? Parce que le taux de croissance que nous le calculons non pas en termes de produit national brut, ce que la Guinée gagne, mais on calcule en termes de produit intérieur brut, qui n'est qu'une notion géographique. C'est la richesse créée sur le territoire guinéen. Mais cette richesse n'appartient pas aux Guinéens du tout. Les Guinéens ne tirent rien. Donc, docteur, comment est-ce qu'on s'enrichit dans une exploitation minière dans un pays? On s'enrichit d'abord par les emplois créés et les salaires. On s'enrichit par les taxes payées à l'État. On s'enrichit par les petites et moyennes entreprises qui vont avoir beaucoup de sous-traitance. Voilà les voies simples par lesquelles la production de la richesse à l'intérieur du pays va se transformer en richesse nationale. Mais regardez tout ça. D'abord, même la consommation des unités bauxitiques, c'est des consommations importées. Allez-y dans toutes ces zones minières. Qu'est-ce que les gens consomment? C'est des produits importés, ce n'est pas des produits locaux. Ça ne tire pas. On fait quelques efforts pour qu'il y ait des entreprises guinéennes qui fassent la sous-traitance. C'est bien. Mais en même temps, on tue beaucoup d'entreprises guinéennes parce qu'on ne perd pas leurs arriérés. Donc, c'est des efforts qui ne portent pas beaucoup. Ensuite, ces entreprises embauchent très peu parce qu'elles ne donnent pas d'emplois qualifiés. Elles ne donnent que des emplois de chauffeurs. Une entreprise qui fait de la bauxite, qui vient prendre la terre rouge pour mettre dans des camions, mettre dans des barges pour partir. Quel emploi ça crée? Soyons sérieux. Et sur le plan de la taxation, je viens vous dire, regardez le budget 2019, il n'y a rien dedans. Tout est 0, 0, 0, 0. C'est pour ça, lorsque le président Sidi Touré a dit que personne ne paye de taxes en Guinée, ces entreprises minières, et qu'il y a au moins 400 millions de manque à gagner, il a minimisé. C'est beaucoup plus que ça en réalité. Voilà. Donc nous sommes dans une situation où nous avons l'impact environnemental qui est terrible, où toutes ces populations retombent dans la misère, la pauvreté, parce que les terres cultivables se font rares, parce que les cours d'eau sont taris. Et pourquoi? Pour rien. Juste quelques individus qui transportent la bauxite avec leurs camions. Ils gagnent de l'argent. Qui sont ces propriétaires de ces camions? Allez savoir. Alors, docteur, qui sont ces propriétaires de ces camions? Donc, c'est des histoires. Oui. La Guinée est en train de s'enfoncer dans la pauvreté, malgré nos richesses minières. Parce qu'il n'y a aucune transparence dans l'exploitation de ces richesses. C'est ça la vérité. Donc, docteur, malgré qu'on a multiplié l'exportation de bauxite par je ne sais combien, ben, la Guinée
ne sent pas, le Guinéen ne sent pas du tout. Alors, il n'y a pas de prospérité liée à cette exploitation. Dr Ousmane Kaba, vous semblez avoir la main très lourde contre le pouvoir dans votre vision de son bilan, alors que les institutions de Bretton Woods ne le voient pas de la même manière que vous. Elles ont plutôt quand même donné des encouragements, des recommandations à la Guinée pour persévérer dans le cadre de la croissance. Écoute, moi j'ai été économiste à Washington, je sais de quoi on parle. Hein? Quand vous dites institution de Bretton Woods, vous parlez des programmes du Fonds monétaire. Les programmes du Fonds monétaire n'ont pas pour objectif de développer un pays, encore une fois. Hein? Le Fonds monétaire a été créé en 1944 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? C'est pour assurer la stabilité monétaire du monde. C'était ça. Ce n'est qu'un fonds de stabilisation monétaire. Ça a été créé pour ça. Et ça lutte pour qu'on puisse atteindre l'équilibre de la balance des paiements. Ça donne de la stabilité monétaire. En termes pratiques, le Fonds monétaire fait la gestion de la demande. Mais le Fonds monétaire n'est pas là pour assurer la croissance économique dans les pays. Ce n'est pas son objectif prioritaire. Mais il peut quand même tracer une voie, apprécier d'abord le respect des règles en jeu. À partir de 60 ans d'existence de notre pays, on devrait arrêter maintenant de faire ces programmes d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire. En tout cas, on a vu le Ghana, oui, les autres pays africains, oui, maintenant s'en sortent sans cela. Oui. Parce qu'on a besoin de financement pour développer notre pays. On a besoin de financement pour les routes, etc. Hein? C'est de ça qu'on a besoin. On ne va pas s'enfermer dans les mêmes programmes d'ajustement comme dans les années 60 et clairement que tout va bien. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, et ça ne va pas bien. Alors, la mauvaise gouvernance est telle que le Fonds monétaire veille au grain pour éviter les sorties massives d'argent détourné. C'est tout. Alors, mais ce n'est pas ça qui va développer notre pays.